demandé donc à un sous-groupe de l'atelier stratégie de se questionner autour de ce grand thème de justice sociale, en particulier de la protection justement des citoyens. Qu'est-ce que l'Europe a à offrir en termes de protection? Avec quels moyens? Parce que ça pose derrière évidemment la question de la fiscalité. Donc je sais que tu as travaillé aussi sur la question des travailleurs détachés. Et puis un deuxième grand thème que tu as également évoqué, qui concerne l'accueil des exilés. Alors, qui a travaillé sur cet thème-là? Je reste derrière. Mais nous, on s'est... bonjour. Bonjour. On s'est uniquement concentré sur la question de la fiscalité, parce que c'est un des meilleurs moyens d'améliorer les questions sociales. Et du coup, donc on s'est concentré sur comment apporter les mêmes acquis sociaux dans les pays. Et pour ça, on a parlé du taux d'imposition, ce qui devait être le même pour toutes les entreprises en Europe. Et notamment, une question assez large, comment arriver à court et moyen terme à un agenda fiscal et social? Je vais commencer d'abord par répondre quand même un peu à tes questions, parce que ça va, après ça suit, enfin répondre, je ne vais pas répondre, je vais donner mon avis. Un avis très personnel dès le départ, parce que sur les questions de défense, par exemple, je ne suis pas sûr que ma camarade Isabelle Thomas, qui est députée avec moi, ou Édouard Martin, même s'il n'est pas formellement à génération très proche, on va dire, soit d'accord avec moi. Moi, j'avoue que là-dessus, je suis un peu disruptif par rapport à la gauche européenne, je suis pour une défense européenne. Et je pense que ça veut dire donc des moyens de défense européenne. C'est un choix, choix fiscal, budgétaire, etc. Et je pense que c'est devenu quelque chose d'important, y compris en termes d'autonomie politique. Pour moi, il y a un lien. Si on fait l'autonomie énergétique, je ne vois pas comment on ne fait pas de l'autonomie militaire. Ce qui pose d'ailleurs, à mon avis, notre rapport à l'OTAN, comme une question fondamentale. Bon. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, mais c'est très important. On a dit beaucoup que c'est là-dessus que Merkel et Macron allaient progresser. Je n'en crois rien, en réalité, même si la situation avec Trump est devenue intenable. Il y a un paradoxe, c'est qu'au sommet de l'OTAN, le dernier qui a eu lieu, les Américains ont encore plus repris la main qu'auparavant. C'est très bizarre. Mais il y a une contradiction là-dessus qui est forte. De toute façon, la question va se poser rapidement. Tous les États européens sont en train d'augmenter leurs dépenses militaires. Donc il y a deux solutions, pour tous ceux qui ont fait un peu d'histoire. Soit on pense que c'est bien que les Allemands arrivent à 2% de leur PIB bientôt en termes de dépenses militaires sans contrôle européen sur le sujet, soit on pense qu'il est un peu mieux de communautariser aujourd'hui toute cette affaire. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Migration. C'est le sujet où la question du fait de dire que c'est au niveau européen que ça se traite et pas au niveau national est une évidence. Et il faudra m'expliquer, si on sort de l'Europe, comment on fait. D'accord? Ça a été la première fois qu'à un Conseil européen, il y a eu un vote sur la répartition des migrants, vous vous en souvenez, et que dès le lendemain, les États européens ont dit on ne suivra pas. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Union européenne. Pour moi, c'est un fait majeur. D'accord? Donc, nous devons avoir une proposition aujourd'hui sur la question des migrations européennes. C'est pas simple, c'est pas facile, il y a plein de questions qui se posent. Qu'est-ce qui est du droit d'asile? Qu'est-ce qui est du droit des migrations économiques? Qu'est-ce qu'on accepte? Et quelle est la relation surtout qu'on a par rapport aux pays qui sont des pays de provenance? Je ne vais pas rentrer dans tous ces débats, mais en tout cas, c'est au niveau européen que ça se traite. Et la première chose à faire, c'est condamner fermement la phase 3 de l'accord de Dublin. Je veux dire, quand je vois le président de la République, je ne vais pas faire long parce qu'il a été tellement ridicule que tout le monde en a bien conscience, accusé de cynisme l'Italie, vous rigolez. Et moi, je me suis fait insulter pendant 4 ans par nos amis italiens, en disant mais la France, vous êtes les pires des pourris. Vous n'arrêtez pas l'humanisme, gna gna, les droits de l'homme, et vous nous laissez dans la mise à ce point-là par rapport aux 30 000, aux 100 000 migrants pardon, qui sont c'est quelle honte. D'accord? Et donc, on a perdu toute crédibilité en tant que Français sur le sujet. Donc, si jamais on veut avoir une politique, et je le dis, Valls et Hollande ont une très grande part de responsabilité, hein, parce que c'est eux qui ont commencé. Et surtout Valls. Quand il allait à Munich, pour dire nous jamais on ne bougera rien sur la question de Dublin, moi je me souviens le lendemain au Parlement européen, j'osais à peine marcher dans les couloirs. C'était d'une violence, il faut le comprendre. Et ça a beaucoup aidé Orban et tout ça, on va regarder de toute façon. Il n'y aura jamais de solidarité, même les Français en sont incapables à partir de ce moment-là. Et à partir de là, on n'a fait que des bêtises, j'y reviens pas, mais notamment le pire, c'est l'accord avec cette Turquie, où on nous avons donné une bombe atomique à Erdogan, hein, qui pourra faire exactement ce qu'il veut, de toute façon nous ne dirons rien, puisqu'il appuie sur un bouton et il y a tous
tous les migrants, notamment du Moyen-Orient, qui viendront. Il se met une telle trouille au pays de l'Est et à la Grèce que, ne vous inquiétez pas, Erdogan est tranquille pour un bout de temps. C'est une décision absurde de l'Allemagne, parce que c'est Merkel qui l'a choisi. Mais pourquoi elle l'a fait? Parce que comme elle n'a vu aucune solidarité européenne quand elle a fait des propositions migratoires, bah, du coup elle s'est dit, il faut que j'agisse seule. Voilà. Donc ça c'est une question quand même qui est très importante. Sur la question des protections, et ça on en arrive à la question sociale. Rompre avec le libre-échange intégral et absolu, c'est essentiel. CETA, TAFTA, tout ça, cette logique, en fait tout ça c'est rien. Hein, c'est les accords avec le Japon, c'est les accords que nous subissons, c'est-à-dire où des investisseurs étrangers font ce qu'ils veulent chez nous, sans qu'on puisse rien y faire, y compris les États, mais ce sont aussi les accords que nous faisons subir aux autres. Par exemple, les accords avec l'Afrique de l'Ouest, en termes de libre-échange, sont en train d'assassiner encore une nouvelle fois leur économie avec la complicité de leurs dirigeants, hein, qui ont dit, t'inquiète pas, t'auras une part du gâteau. Donc tout ça, c'est les entreprises européennes en Afrique aussi, et ce qu'elles font par exemple en RDC ou ailleurs. Chez nous, c'est la folie d'avoir totalement désarmé l'Europe sur le sujet des investissements extérieurs. Parler de l'agriculture, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez des entreprises chinoises qui achètent des terres en France. Des terres. Et ils cultivent du blé, et puis ils l'emportent chez eux. Non, mais quand est-on devenu, essayez d'acheter des terres en Chine, quand est-on devenu assez fou pour cela? Nous avons ouvert nos services publics, y compris locaux, à la concurrence étrangère. Vous savez pourquoi le TAFTA ça a échoué? Vous savez pourquoi l'accord avec... C'est pas l'Europe qui a dit non. Ce sont les Américains qui ont refusé d'ouvrir leurs services publics locaux à la concurrence étrangère. Donc on est là dans quelque chose de fondamental. Il ne faut pas rompre avec le commerce international et faire une politique isolationniste. Ce serait une folie évidemment. Mais il faut faire des choses assez simples, qui sont des critères écologiques et sociaux d'entrée des produits sur le territoire avec une taxe afférente. Édouard Martin, j'en parlais tout à l'heure, député de l'Est de la France, ancien leader de, vous vous souvenez de Florange, CFDT, un grand leader syndicaliste, qui est avec nous, a fait des propositions votées au Parlement européen qui sont parfaites sur le plan notamment de la protection carbone. Voilà, hein, et donc ça, on a des choses à dire. Dumping social, bon, c'est mon dada. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je vais vous raconter quand même quelque chose là-dessus d'important. Quand je suis arrivé au Parlement européen, j'étais un bon Français classique de gauche sur les histoires de dumping social. Il y avait les bons et les méchants. Les bons, c'était nous, les Français, l'Ouest, au niveau de protection sociale, etc. Et il y avait les méchants qui pratiquaient le dumping social contre nous, les pays de l'Est. Puis, je suis devenu intelligent et j'ai remarqué que ceux qui organisaient le dumping social en Europe, c'était les grandes entreprises de l'Ouest, dont, et en premier lieu, les grandes entreprises françaises. Alors les méchants, Bouygues, Vinci, et les gentils, SNCF, EDF, qui à Flamanville, EDF, 70% de travailleurs détachés, sans aucun contrôle, dont un mort. SNCF, qui à travers sa filiale Géodis, vous savez, Géodis, c'est les chauffeurs routiers, a fait une filiale de Géodis en Roumanie, et les chauffeurs roumains qui viennent rouler chez nous, d'accord? Bref, donc, aucune leçon à donner au reste de la Terre, en tant que Français. Par contre, en tant que salarié, ou en tant qu'indépendant, en tant qu'actif dans le monde du travail, on a des tas de choses à dire. Et trouver nos bons alliés. Et bien, nos bons alliés, je vais vous surprendre, c'est les travailleurs de l'Est. Ne croyez pas ce que dit leur gouvernement. Leur gouvernement dit, on veut toujours plus de dumping social, pas de règles, etc. C'est pas ce que disaient les syndicats de l'Est, ils sont parfois plus puissants qu'en France. Ils sont tous membres de la Confédération européenne des syndicats, extrêmement actifs. Et moi, j'ai vu devant moi une représentante de Solidarność, caissière en Allemagne, pleurer devant sa députée au Parlement européen en disant « Tu ne sais pas ce que tu me fais vivre. » D'accord? Donc, je veux vraiment vous dire que la posture nationaliste, et là, désolé, c'est pas que je veux faire du Mélenchon bashing, mais quand il a dit « Ils viennent voler le pain des Français », c'est une honte. Parce que quand il fait ça, il défend les capitalistes français. Et moi, je ne défends pas les capitalistes français qui se comportent comme des salopards. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait un processus de convergence sociale sur le plan européen. Est-ce qu'on a les instruments? Oui. Salaire minimal dans tous les États, connecté avec l'état réel de l'économie, puis peu à peu, convergence. Oui. Salaire plancher dans certaines professions, par exemple les chauffeurs routiers, sur les positions ultramobiles. Oui. On le peut par des protections qui sont après spécifiques par secteur. C'est pour ça que j'ai voté, moi, la réforme de la directive détachement. Elle n'est pas géniale, hein, ça va pas très loin, mais c'est mieux qu'avant. Et de ce point de vue-là, nous pouvons tout à fait nous appuyer sur les ONG, sur les syndicalistes, qui font un très gros travail.
Donc, penser qu'il n'y a, comment dire, que par le protectionnisme social qu'on s'en sortira, c'est faux. Sur le plan social, je veux le dire. Imaginez que nous sortions du marché européen sur le sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pour nos abattoirs? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour nos abattoirs en Bretagne? Eh bien, c'est simple. Les Allemands ont baissé les prix en utilisant, en sous-payant des gens de l'Est, d'accord? Et donc, nos abattoirs, qui étaient trop chers, se sont effondrés. Et donc, la réalité, c'est que si nous pensons que c'est par une stratégie de sortie que nous pourrons combattre le dumping social et fiscal, c'est exactement l'inverse qui va arriver. Nous serons obligés de baisser encore plus la fiscalité sur les plus riches pour attirer les investissements, et nous serons obligés d'accentuer la baisse du coût du travail, parce que nous n'aurons pas d'autre choix, toujours pour la même raison. Donc ça, c'est la fuite en avant. Et c'est pas parce que le cadre aujourd'hui de l'Europe est néolibéral, que si vous sortez de l'Europe, vous n'êtes pas dans encore plus de néolibéralisme. Faites bien attention à ça, ou autrement, il faudra m'expliquer pourquoi des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne aujourd'hui subissent encore plus de néolibéralisme que ce que nous avons. J'arrive à la question fiscale. Sur la question fiscale, il y a un paradoxe. Là, il ne faut pas être démago. Moi, je suis pour arriver à une convergence fiscale européenne. Bon, d'abord, ça passe par lutter contre la fraude fiscale, qu'on se refuse à faire en réalité. Il y a eu quelques progrès, c'est vrai, sur les échanges d'informations, il y a eu des progrès. Mais surtout sur l'évasion fiscale, c'est là où nous avons le plus de problèmes. D'accord? Donc ça, il faut évidemment, il y a plein de choses. En fait, c'est assez simple à faire si on le veut, c'est toujours la même chose. Mais sur la question, et qui est très importante, de la convergence fiscale. Moi, je suis pour, mais il ne faut pas être démago. La moyenne d'imposition des sociétés en Europe, il est plus bas qu'en France. Donc il faut savoir si on est prêt à accepter ça. On ne sera pas tout seul à décider sur le sujet. Mais nous aurons un taux qui sera unifié au niveau européen. C'est l'avantage. Donc voilà, là il y a une question de choix, qui est une question de choix assez importante. Deux questions. Où en est-on, pardon, sur la question d'un impôt européen qui servirait justement de moyen de financement pour un budget européen commun, et deuxièmement par rapport au GAFA et aux annonces qui ont été faites, où en est-on? Voilà. Alors, sur la deuxième question, c'est simple, nulle part, tout ça est de la démagogie pure et simple, et c'est une connerie. La proposition de Le Maire, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut pas. Pourquoi il y aurait un taux spécifique pour les GAFA? Vous n'avez pas vu l'astuce? Il faut rentrer les GAFA dans l'imposition normale. Et en disant qu'il faut un taux d'imposition spécifique pour les GAFA, en fait, ce que vous préparez, c'est un taux différencié entre les GAFA et les autres, et évidemment à l'avantage des GAFA. C'était ça l'astuce de notre cher ministre de l'économie et des finances. D'accord? Donc, du coup, les GAFA doivent rentrer dans le cadre commun de ce qu'est la fiscalité. Voilà, pure et simple, et c'est cela. Gros problème aujourd'hui. Pourquoi il n'y a rien qui bouge? Parce que nous avons l'unanimité sur les questions fiscales. Et c'est un vrai problème. Et là, pour le coup, il y a deux solutions. La première, c'est qu'évidemment, il faut changer les traités. Et la deuxième, c'est qu'un petit nombre de pays qui commencent à avancer sur le plan fiscal ensemble suffit à entraîner très largement quand même les autres. Et de ce point de vue, il faut que des pays comme l'Allemagne soient un peu plus sincères dans leur volonté de lutter contre l'évasion fiscale. Mais si les forces progressistes allemandes, par exemple, sont d'accord avec ça. Donc, il y a un chemin. Sur la question d'un impôt européen, je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas pour accroître la pression fiscale sur les citoyens européens pour vendre l'Europe. Je pense que c'est une mauvaise idée pédagogique. Bien. En revanche, vous avez tout à fait la possibilité d'abord de faire de la fiscalité propre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous avez aussi la possibilité de faire qu'il y ait une part des impôts existants qui contribuent au niveau européen. C'est déjà le cas. Vous le savez par exemple sur la TVA. Bien, mais ça peut être le cas sur d'autres types d'impôts également, où on dit, voilà, une part qui peut contribuer au niveau européen, mais tout est lié. Vous voyez bien que ça ne va pas sans la discussion après des politiques budgétaires nationales, donc ça ne va pas sans la discussion sur la fin de l'austérité, donc ça ne va pas, si vous voulez mettre fin à l'austérité, ça ne va pas sans la discussion sur qu'est-ce qu'on fait des dettes. Ce qui est un vrai sujet. Moi je pense que les dettes c'est un vrai sujet. Et donc à partir de ce moment-là, il faut savoir à un moment ce qu'on en fait. La dette est devenue aujourd'hui une source d'enrichissement privé phénoménale. C'est pour ça qu'elle existe. Bon. Donc à partir de ce moment-là, comment on fait?
Je rappelle un fait économique, pour ceux qui sont économistes dans la salle, ça n'est pas mon cas, mais le fait le plus inquiétant aujourd'hui, c'est l'endettement privé des entreprises. On a atteint des taux aujourd'hui qui sont extrêmement dangereux. Bon, vous savez ce qui se passe, hein. Quand vous avez une crise, notamment d'endettement des entreprises, on les transforme ensuite en dette publique. Bon, aujourd'hui, nous n'en aurons même pas les moyens. La réalité, c'est que nous n'en aurons même pas les moyens. Donc, la question de la mutualisation des dettes et de l'effacement d'une partie de l'endettement aujourd'hui, je pense, est devenu un enjeu extrêmement important. Et il n'y aura pas de fiscalité commune s'il n'y a pas de politique commune sur la question des dettes. Les deux sont liés. Sur cette question-là, l'Allemagne a... Non, c'est l'inverse. Et quand je dis l'Allemagne, il faut faire attention. Parce que là aussi, l'Allemagne, les dirigeants allemands aujourd'hui sont en train de partir résolument à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un raidissement de la droite au niveau européen sur le fait de surtout pas l'union de transfert. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bout de la logique. On arrive au bout de la logique. Soit à un moment, on passe à des unions de transfert, si on veut avoir des politiques communes, soit, dans ce cas-là, la question de continuer à avoir un marché unique se pose. Et donc, comme ils sentent ça, c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle, à mon avis. Ils se raidissent. Ils se raidissent parce qu'il y a une contradiction majeure qui fait que je ne vois pas, moi, comment la question de la mutualisation des politiques européennes ne va pas se poser de plus en plus. Ou alors, il faut tout faire exploser. Mais on arrive à un moment où ça va être ou un chemin ou l'autre. Et moi, ce que je constate, c'est ça qui est intéressant, c'est que la droite est en train de se raidir, mais par contre, les gauches diverses et variées, qui avaient été, dans les pays du Nord comme l'Allemagne, très focus. D'accord? En disant, ouais, ça serait bien qu'on mutualise, mais en fait, ils ne voulaient pas du tout, sont en train maintenant, enfin, de vraiment se poser la question. Et ça, c'est un fait qui est assez nouveau. En fait, moi, j'ai une question qui n'est pas encore sur les exilés, c'est juste pour rebondir ça, parce que je réfléchis au brouillon, là. Sur le plan géopolitique, parce qu'on voit les rapports de force, est-ce que l'Europe, finalement, n'est pas une toute petite chose, pas si importante que ça? Donc au final, les enjeux, on parlait du gaz tout à l'heure, du pétrole, comment l'Europe peut se construire une place, à la fois pour défendre des valeurs sur la planète, parce que, on disait tout à l'heure, on peut travailler à l'échelon européen, on ne peut pas encore traiter la planète. Voilà, comment en particulier? Il y a quand même, bon, c'est vrai qu'il y a des grandes mutations qu'on connaît tous qui font qu'il y aura une relativisation de la place de l'Europe. Hein. Il y a un cycle historique avec notamment la domination européenne qui n'est plus celui-là, et notamment ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Hein. On voit bien qu'on a un continent qui vieillit, où il y a moins d'enfants, il y a des pays entiers qui sont menacés de disparaître. Hein. Je pense à la Bulgarie aujourd'hui, honnêtement. Donc, quand vous regardez l'avenir de l'Estonie, la Grèce, hein, qui a vu quand même une grande partie de ses jeunes partir, bref, l'Espagne en partie. Bon, voilà. Donc tout ça fait que, évidemment, il y a ces faits-là. Mais il ne faut pas exagérer non plus ça. C'est-à-dire que, un, d'abord, nous sommes le premier marché qui intéresse tous les autres pays sur la planète. Et ça, c'est un élément central. Et c'est d'ailleurs un levier auquel on ne fait pas assez attention. Nous avons des moyens de pression sur les Chinois, les Indiens, les Américains, les machins, les trucs, qui est notre marché de consommation interne. Ça, c'est un truc quand même qui est un élément à chaque fois dans la discussion qui revient. Et donc nous devons aussi argumenter par rapport à ça, évidemment ce qu'on ne fait pas, parce qu'on a décidé bizarrement de ne pas utiliser au moins nos éléments de rapport de force importants. Deuxième élément, on peut faire mieux. Si nous avons des politiques communes qui sont des politiques communes qui nous renforcent, je parlais notamment sur le libre-échange, je parlais notamment sur la défense, je parlais notamment sur la question des migrations, on y viendra visiblement, mais aussi sur d'autres sujets. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Union européenne d'arrêter de penser que c'est uniquement les entreprises étrangères qui investissent chez elles qui sont une bénédiction économique et que nous pourrions avoir une politique proactive en termes industriels pour enfin construire une industrie propre avec des produits qui sont des produits innovants. Est-ce que vous vous souvenez du dernier produit innovant européen dans la compétition économique mondiale? Avec la fin de Nokia, nos panneaux solaires qui ont sombré, etc. Enfin, on voit bien à quel point nous sommes désarmés de ce point de vue. Et moi, ce qui me terrifie dans la droite européenne, dans laquelle je mets totalement Macron, hein, c'est que leur stratégie n'est que chercher l'investissement étranger en Europe. Voilà. Alors, il y a une exception qui est l'Allemagne, vous le savez.
notamment l'Allemagne de l'Ouest, pour l'Allemagne de l'Ouest, ça n'est pas vrai, sur le plan industriel, avec une capacité exportatrice réelle et un écosystème qui fonctionne. Et il faut faire attention, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne. Pour l'Italie, c'est pareil. Bon, bref, je vous passe. Pour tous les pays de l'Union européenne, le premier partenaire commercial est l'Allemagne. Par contre, quel est le premier partenaire commercial de l'Allemagne? La Chine. Et donc c'est là où il nous faut maintenant faire extrêmement attention. C'est que nous devons absolument aujourd'hui, y compris convaincre les Allemands, que nous avons besoin d'une politique budgétaire pour continuer une politique industrielle qui est une politique industrielle innovatrice. Surtout si on veut faire de la transition écologique.